Mardi 9 décembre 2014, bonjour à tous et bienvenue dans votre Morning. Tout de suite, le sommaire de cette émission. C'est désormais chose faite, 93 parlementaires ont donc voté hier pour la dissolution de la 19e Knesset israélienne en deuxième et troisième lecture. La campagne électorale est donc officiellement débutée, avec elle son lot d'attaques personnelles, de manœuvres et de tractations. On en reparle dans un instant. Et puis les négociations qui devaient reprendre aujourd'hui à Minsk entre rebelles pro-russes et représentants de Kiev pourraient être repoussées à quelques jours. On se rendra en Ukraine en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, le burn-out, bientôt reconnu comme maladie professionnelle et prise en charge par l'employeur. C'est en tout cas le souhait de 30 députés français qui demandent la reconnaissance de ce phénomène comme maladie professionnelle. Il est 8h à Tel Aviv et c'est l'heure d'accueillir Monsieur Bardvi. Michael Bardvi, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien et philosophe et auteur d'un livre qui est sorti il y a 2 semaines en France et qui s'appelle Israël et la France, l'Alliance égarée aux éditions Les Provinciales. Alors on va tout de suite commencer avec vous, Cyril Amar, bonjour. Bonjour Madonna. Et on va faire un peu les gros titres de la presse israélienne. Alors ça y est, c'est fait, le Parlement israélien est enfin dissous après des semaines de tergiversation et les élections anticipées auront bien lieu le 17 mars prochain. Eh oui, Léonore, moins de 2 ans après avoir prêté serment, la 19e Knesset a donc voté hier sa propre dissolution. Les combats peuvent commencer, titre en une le quotidien israélien gratuit, Israël Hayom. Pour l'analyste politique du site d'information Energy, le scrutin, bien qu'inutile, n'en sera pas moins intéressant à suivre, car s'il devrait couronner une nouvelle fois la droite israélienne, eh bien le Premier ministre sortant, Binyamin Netanyahou, pourrait perdre le titre si son parti, le Likoud, obtenait moins de 20 sièges le 17 mars prochain. Alors sera-t-il menacé par ce bloc de centre-gauche qui est en train de prendre forme? Possible, estime le site d'information en ligne en langue anglaise, Times of Israel, le journal en ligne qui se fait l'écho ce matin d'un sondage de la chaîne parlementaire israélienne selon laquelle une alliance entre le Parti travailliste et la formation centriste Atnoa de Tzipi Livni obtiendrait davantage de sièges que le Likoud. Une alliance qui sera d'ailleurs soumise la semaine prochaine aux membres du Parti travailliste, renchérit le journal, des membres du Parti travailliste, Éléonore, qui sont, semble-t-il, mécontents de devoir faire un peu de place aux nouveaux venus sur la liste à la députation du Parti travailliste. Allez, puis au lendemain des raids supposés, c'était l'actualité de ces derniers jours israéliens en Syrie. On n'en sait plus ce matin, mais pas grâce aux Israéliens qui s'abstiennent de tout commentaire, mais grâce à la presse arabe. Voilà, alors officiellement, vous le savez, les autorités syriennes ont affirmé que les raids israéliens n'avaient pas fait de victimes, et pourtant, on apprend sur le site de la chaîne d'information saoudienne, Al Arabiya, que 2 membres du Hezbollah, dont un haut responsable militaire du mouvement chiite libanais, auraient été tués au cours de ces raids israéliens. Israël accusé par Damas de complicité avec les terroristes. C'est en une du quotidien syrien pro-gouvernemental Al-Watan. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Al-Mualem, a déclaré qu'Israël travaillait, je cite, main dans la main avec les terroristes. Une opinion partagée par son hôte et homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. Israël, a-t-il dit, est complice des terroristes. Des déclarations à lire dans les colonnes du quotidien iranien en langue anglaise, Iran Daily, un journal qui publie cette caricature qu'on va peut-être revoir, une caricature sans équivoque. Vous allez le voir, en reconnaissance, ce sont des terroristes djihadistes qui encerclent et ciblent la Syrie pour les avions de chasse israéliens. Allez, on ferme cette revue en jetant un coup d'œil sur les étalages des kiosques turcs à présent. Alors, est-ce que c'est une nouvelle étape dans la politique néo-ottomane de Recep Tayyip Erdogan, le président turc? On est en droit de se le demander, avec cette nouvelle mesure prise par le chef d'État turc. Erdogan est décidé, a-t-il dit, quoi qu'on en dise, à imposer l'enseignement du turc ottoman ou turc ancien avec un alphabet arabe dans les lycées. Alors, le président turc a défendu hier cette décision controversée d'imposer cet enseignement en estimant nécessaire de renouer avec les racines du peuple turc. L'ottoman n'est pas une langue étrangère, a-t-il dit, c'est une forme de turc qui ne vieillira jamais, donc il sera enseigné, quoi que puissent en dire ses détracteurs. Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, lui doit se retourner dans sa tombe puisque, vous le savez, Éléonore, il avait imposé une séparation stricte entre religion et État. Il avait remplacé l'alphabet arabe par l'alphabet latin, c'était en 1928. Merci beaucoup Cyril Amar. Et autre titre de l'actualité aujourd'hui, c'est l'obtention d'un statut de membre observateur à la Cour pénale internationale pour les Palestiniens. Et ce matin, c'est la presse israélienne qui s'en inquiétait. Michael Bardvi,
Est-ce qu'ils ont raison, les Israéliens, de s'inquiéter de l'obtention de ce nouveau statut pour les Palestiniens? D'une façon générale, on a raison de s'inquiéter. La situation internationale d'Israël est une situation difficile. Je pense que si aujourd'hui on devait obtenir un État aux Nations Unies, on n'aurait pas eu la majorité. Et donc il y a systématiquement, on le voit dans la Commission pour les droits de l'homme, on le voit dans toutes les commissions internationales, une majorité anti-israélienne, peu importe la politique d'Israël. Je pense que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis fait de son mieux pour expliquer la position d'Israël. Maintenant, au niveau des instances internationales, que ce soit à la Cour, que ce soit à Genève, que ce soit à La Haye, que ce soit aux Nations Unies à New York, nous n'avons aucune majorité. Et donc, de toute façon, Israël se retrouve à chaque fois mis en minorité. Donc, il n'y a absolument aucune influence directe sur ce tribunal de La Haye, puisque être observateur ne suppose pas encore pouvoir attaquer Israël pour des crimes, par exemple. Mais c'est une étape avant de devenir un membre à part entière. Évidemment, c'est une étape, mais on voit qu'il y a une activité intense de l'autorité palestinienne à l'extérieur, vis-à-vis de, je dirais, sur la scène internationale. Moi, je pense que l'autorité palestinienne est en difficulté sur le plan intérieur et donc préfère cette action internationale plutôt qu'essayer de régler ses problèmes avec le Hamas sur le terrain. Et donc, nous sommes dans cette double attitude d'Abou Mazen qui a une popularité internationale, ainsi que l'autorité palestinienne, mais qui ne fait pas d'élections en Judée-Samarie et donc les perdrait peut-être s'il allait aux élections. Donc il y a vraiment un double langage de ce point de vue-là des points de vue palestiniens. Donc Israël n'a pas vraiment de partenaire aujourd'hui. Et nous sommes dans une situation difficile, d'autant que la situation interne du gouvernement israélien était un petit peu problématique et qu'il n'y a plus vraiment de majorité. Donc face à la situation interne des élections, on est dans une situation finalement où l'autorité palestinienne peut agir sur la scène internationale sans problème. Alors vous le disiez, hein, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, jouit de plus en plus de popularité sur la scène internationale. Parallèlement, en Israël, on s'embourbe dans la politique intérieure, les élections anticipées. Finalement, cette multitude d'actions unilatérales prises par les Palestiniens, est-ce qu'on s'éloigne aujourd'hui un peu plus d'une solution qui inclura une négociation entre les deux parties? À mon avis, c'est un choix diplomatique qui a été fait par l'autorité palestinienne d'exercer des pressions sur Israël par la voie, par les voies internationales, diplomatiques internationales, et en estimant que la négociation directe n'est pas possible. Moi, je pense que tous les accords de paix qui ont été réalisés l'ont toujours été par des accords discrets, secrets, qui se sont déroulés de façon directe et que les pressions internationales ont un résultat contraire, d'autant que sur le plan, intérieur, elles risquent d'avoir un effet plutôt négatif sur l'opinion israélienne et d'amener peut-être une coalition qui sera peut-être encore plus mauvaise pour Abou Mazen dans des négociations. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix pour la paix. Sur le plan international, il est certain qu'il jouit d'une popularité évidente. Et c'est le cas en Europe, c'est le cas dans d'autres endroits de la Terre. Et puis côté israélien, vous diriez qu'il y a peut-être un manque d'initiative dernièrement. Bon, aujourd'hui, on le voit, c'est les élections, donc le gouvernement a autre chose à faire. Mais est-ce que ces derniers mois, il y a eu un manque d'initiative côté israélien qui aurait pu répondre justement à ces initiatives palestiniennes? Il y a eu par le passé des propositions généreuses qui ont été faites à l'autorité palestinienne. En 2000 par Barak, en 2008 par Ehud Olmert à Annapolis. Donc elles ont été rejetées. Je pense que le gouvernement de Netanyahou et la coalition actuelle n'étaient pas en mesure de faire des propositions, je dirais, plus généreuses que celle-ci. Et la situation interne du gouvernement, une coalition avec un système électoral qui, au fond, ne donne pas de véritable majorité, ne donne pas un parti. Il faut se souvenir qu'il y a 20 ans ou 30 ans, le parti de gouvernement était un parti qui avait 40 mandats. Et donc aujourd'hui, une coalition dont le Premier ministre n'a qu'une vingtaine de mandats n'a pas, si vous voulez, la légitimité suffisante politique pour faire des concessions importantes. Et donc, dans cette situation-là, je ne vois pas très bien comment, d'autant que la négociation était donnée à Tzipi Livni, qui ne jouissait pas, je peux dire, de la confiance totale du Premier ministre. Donc, dans cette situation, je ne vois pas comment on pouvait arriver à un accord, d'autant que du côté palestinien, les tensions internes
entre le Hamas et l'autorité palestinienne sont évidentes et que la situation sur le terrain est extrêmement tendue. Donc tout ça faisait un contexte difficile. Allez, on accueille ce matin également Ali Wakel, bonjour, qui vient de nous rejoindre. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Ali, j'aimerais bien avoir votre réaction à chaud ce matin. On vient d'en parler. Les Palestiniens qui obtiennent ce statut de membre observateur à la Cour pénale internationale, qu'est-ce que ça signifie selon vous? Ça signifie pour les Palestiniens la suite de leur marche vers l'internationalisation de ce conflit, vers l'acceptation dans diverses institutions internationales, notamment cette Cour pénale très importante pour les Palestiniens. C'est peut-être le bâton le plus important qu'ils peuvent utiliser pour faire pression sur Israël. Mais je veux noter 2 points, Eleonore. Dans votre reportage, on voit M. Abou Mazen accueillir des membres de la Knesset israélien. Et quand j'ai parlé avec les Palestiniens hier soir, je leur ai demandé cette question. Ils ont dit, et ça, ce n'était pas très nouveau en ce qui concerne nos amis dans la scène internationale. Les mesures palestiniennes sont coordonnées totalement avec les États-Unis, avec l'Union européenne, sans le feu vert. Donc les États-Unis soutiennent ce membre d'observateurs. Sans le feu vert des États-Unis et de l'Union européenne, les Palestiniens n'auraient pas poursuivi leur marche. Mais le plus important, on a vu ici des membres de la Knesset israélien accueillis à la Moukata. Quand j'ai parlé hier soir avec un conseiller très proche de M. Arafat, il n'a pas mentionné le mot feu vert, mais on a consulté nos amis dans la scène politique israélienne. Ce n'est pas avec enthousiasme que certains membres de la Knesset... de la part d'Israël. Il n'y a pas un accord tacite, ce n'est pas le gouvernement israélien. Il y a des membres de la Knesset israélienne, selon les Palestiniens, qui ont exprimé une compréhension, pas un accord, une compréhension au fait que les Palestiniens pensent qu'il n'y a pas un partenaire de la Knesset, qu'il n'y a pas un gouvernement en Israël avec lequel on peut négocier. Et les Palestiniens ne sont pas seuls à penser cela. Il y a, si vous parlez avec les diplomates européens, les diplomates américains ici en Israël, il y a une unanimité que c'est un gouvernement qui n'est pas capable de progresser dans le processus de paix. Et ce n'est pas un secret. Les Israéliens pensent la même chose de la exactement. De ce point de vue-là, mais vous l'avez mentionné que si aujourd'hui Israël était candidat à être accepté en tant qu'État sous ce gouvernement, je serais très sceptique s'il y a de la chance qu'Israël sera accepté en tant qu'État indépendant, contrairement aux Palestiniens. Abou Mazen, et je ne suis pas d'accord avec M. Bazvi, il n'y a pas de liaison vraiment entre les difficultés internes auxquelles fait face Abou Mazen, et il fait face à des difficultés très importantes, et ses actions, parce que même avant la réconciliation, les Palestiniens ont fait savoir, d'ailleurs déjà l'an dernier, que si jamais 2014 les efforts de Kerry ne déboucheront pas sur un accord de paix ou sur un accord politique qui fait avancer le processus, le prochain choix sera internationaliser ce conflit. Et là on voit dans toutes les institutions de l'ONU, les Palestiniens sont très bien accueillis, et moi je pense que janvier, avec le changement des membres du Conseil de sécurité, les Palestiniens vont essayer à nouveau de renouveler leurs efforts à arracher un accord de la part du Conseil de sécurité, un nouveau Conseil de sécurité sur la reconnaissance d'un État palestinien. Barzi, vous êtes d'accord? Cet échec des négociations, c'est ça qui a mené au statut, à ce nouveau statut d'observateur? Sur la scène internationale, Israël est isolé. Les Palestiniens sont obligés de s'allier avec des puissances avec lesquelles je pense que nous n'avons rien à faire, comme l'Iran et d'autres pays de ce type. Donc quand on voit que la Commission des droits de l'homme, quand on voit la composition, si vous voulez, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est avec eux qu'il faut faire des accords? Je pense que la négociation directe est toujours préférable, que les Américains ont toujours essayé de mettre ensemble les partenaires, que John Kerry a essayé, que pour des raisons, je dirais, à la fois qui tiennent à la politique et à la stratégie des États-Unis qui n'est pas claire au Proche-Orient. Et on l'a vu avec la démission du ministre de la Défense. Les États-Unis, aujourd'hui, sont dans une espèce de confusion sur la scène diplomatique, et malgré tous les efforts de John Kerry de placer le conflit israélo-arabe comme, je dirais, au centre du problème du Proche-Orient, on voit bien que l'islam aujourd'hui est déchiré
par des guerres intérieures qui sont liées à sa relation avec la modernité, avec l'intégrisme, avec toutes sortes de mouvements qui, à l'intérieur, se font la guerre et sont extrêmement dangereux pour le monde arabe lui-même. Les premières victimes de l'intégrisme, ce sont les Arabes et les musulmans. Donc, quelque part, il y a un problème de priorité. Et je pense que malgré ce que dit parfois John Kerry, je pense qu'aujourd'hui, le monde ne pense pas que le conflit israélo-arabe est en priorité. Et je pense que ça aussi, c'est un drame à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Je pense que malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, je dirais dans la scène large du Proche-Orient, avec la montée de cet islam intégriste, Daesh, les frères musulmans, la guerre en Syrie et d'autres conflits, y compris en Égypte à l'intérieur, je pense que ce sont des priorités qui viennent avant le conflit israélo-arabe. En tout cas, la communauté internationale préfère Daesh et la lutte contre l'État islamique dans ses priorités que le conflit israélo-palestinien. Mais un mot peut-être sur ce gouvernement d'union nationale qui n'en est plus vraiment un. Hier, on a vu qu'une délégation du Hamas était en Iran. Parallèlement, le Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, se rapproche de la communauté internationale. Finalement, on en est où aujourd'hui dans ce gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'il a encore une chance d'exister? Encore une fois, Eleonore, le fait que nous, ici en Israël, on l'appelle gouvernement d'union nationale, il ne s'agit pas de gouvernement d'union nationale. Ce sont des membres soit de Fatah, soit des membres indépendants. C'est un gouvernement de réconciliation vu dans les yeux des médias israéliens ou de certains partis de la communauté internationale comme un gouvernement d'union nationale. Mais ce gouvernement d'union nationale n'a pas le droit d'exercer ses pouvoirs à la bande de Gaza. Les ministres n'ont pas le droit d'y aller. Et donc, on ne peut pas parler vraiment d'un gouvernement d'union nationale. Mais il faut faire attention au fait que le Hamas essaye à nouveau, malgré les désaccords sur le dossier syrien, très important pour les Iraniens, essaye d'exercer, de se rapprocher à nouveau de l'Iran. L'Iran, c'est dans le slogan israélien, c'est le robinet essentiel duquel coulent les dollars que le Hamas recevait. Et cette source a été séchée, presque totalement séchée depuis la guerre civile en Syrie et le fait que le Hamas a participé pratiquement sur le terrain aux côtés de l'opposition syrienne. Et ça peut gâcher tout l'effort d'Abou Mazen de dire moi je contrôle la bande de Gaza et je contrôle la Cisjordanie. Mais on a revenu, les derniers jours, les Palestiniens parlent d'une entente non écrite entre Hamas et Israël de conserver le status quo à la bande de Gaza pour échapper à un processus de paix qui isolera encore un peu plus le gouvernement de Netanyahou et isolera dans l'opinion publique palestinienne le Hamas. Alors c'est justement ce rapprochement avec l'Iran. Est-ce que vous êtes d'accord, ça sabote un peu plus les efforts de paix de Mahmoud Abbas, enfin les efforts de Mahmoud Abbas? Je ne pense pas que le Hamas est seulement en rapprochement avec l'Iran. Je pense que le Hamas essaye d'obtenir de l'argent. Il en a obtenu du Qatar, il en a obtenu d'autres puissances musulmanes qui lui financent, qui sont des considérations pour pouvoir se réarmer et pour pouvoir reprendre la guerre éventuellement avec Israël. Cela dit, je pense que Mahmoud Abbas est en difficulté. Il n'a jamais pu vraiment organiser des élections. Je ne suis pas sûr qu'il les gagnerait s'il y avait des élections en Judée-Samarie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il gagnerait ces élections. Donc il est en difficulté. Les tentatives de réconciliation nationale, même s'il arrive à maintenir, et je dirais grâce en partie à Israël, il arrive à maintenir son contrôle sur la Judée-Samarie, à Gaza, les responsables de l'autorité palestinienne ont été, pour la plupart, certains ont été exécutés, d'autres ont été mis en prison. Donc il n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et d'ailleurs, on l'a vu après l'opération de cet été, la guerre de Gaza, il n'a pas été en mesure de proposer une alternative au Hamas à Gaza. Donc cette faiblesse sur le plan interne de Mahmoud Abbas, n'oublions pas qu'il va bientôt avoir 80 ans, qu'il est de la génération d'Arafat, qu'il n'y a pas vraiment de relève au sein du mouvement palestinien. La situation n'est pas aussi simple pour lui sur le plan politique. Je crois que les Israéliens, même s'ils assurent une certaine forme de sécurité, disons, je dirais qu'ils sont un espèce de matelas sécuritaire pour Abou Mazen, pour ne pas qu'il soit renversé, aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment trouvé d'autres partenaires. Il faut aussi penser à l'avenir. Peut-être que demain, il y aura un autre gouvernement en Israël, peut-être un autre Premier ministre, mais
on voit bien qu'aussi du côté d'Abou Mazen, il y a des blocages qu'il a, à certains moments, quand il a fallu signer, il n'a pas signé. Et c'est exactement la même chose côté palestinien. Abou Mazen, c'est le matelas sécuritaire pour Israël. Et si jamais Abou Mazen est renversé, c'est des éléments plus radicaux auxquels Israël fera face. Alors on va passer tout de suite à un autre dossier qui met une fois de plus Israël au centre de l'actualité. C'est bien sûr ces raids supposés israéliens en Syrie, dans la région de Damas. Tsahal n'a pas encore confirmé avoir mené cette opération, mais la Syrie a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU et la Russie, alliée de Damas, demande des explications à Israël. On garde ce sujet signé Léa Berdugo, on en reparle juste après. 2 membres du Hezbollah seraient morts dans des frappes israéliennes présumées survenues dimanche près de Damas, selon la chaîne Al Arabiya. Des attaques qui visaient un entrepôt de missiles perfectionnés. Même si les autorités israéliennes n'ont pas confirmé ces raids, les réactions politiques à l'international ne se sont pas faites attendre. Les Syriens demandent au Conseil de sécurité d'imposer des sanctions contre Israël. La Russie, de son côté, exige des explications. Moscou est profondément préoccupé par cette évolution dangereuse dont les circonstances exigent une explication. Le recours à la force n'est pas admissible dans les relations internationales et mérite d'être condamné. Si l'État d'Israël est bien derrière ces raids, que cherchait-il à atteindre? Dans quel cas le pays décide de mener ce genre de frappe? Les autorités mentionnent les intérêts sécuritaires du pays. Dans le cas où des armes seraient transférées depuis la Syrie au Hezbollah et dans l'hypothèse où nous percevrions ce transfert comme une menace, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter. La question du timing mérite également d'être posée. Vous décidez d'attaquer lorsque vous avez les informations nécessaires et que vous savez que c'est le bon moment pour agir. Sinon, la cible se déplacera là où vous ne pouvez pas l'atteindre. Ces raids ont été effectués alors que l'ONU révélait dimanche des contacts réguliers entre les autorités israéliennes et certains rebelles syriens armés. Ces 2 informations ont-elles un lien entre elles? Pour les experts militaires, ce sont 2 éléments totalement différents. Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe en Syrie. Nous ne sommes pas impliqués, nous n'avons absolument pas l'intention de l'être davantage ou d'étendre notre influence. Nous faisons simplement ce qui doit être fait. C'est la mission du gouvernement et de l'armée afin de protéger les intérêts israéliens. Israël se refuse donc à tout commentaire, une attitude habituelle de la part des autorités. Alors pourquoi Israël se refuse à tout commentaire et se refuse de confirmer ces raids dont tout le monde sait qu'ils sont des raids d'Israël, des raids d'Israël? C'est conforme à la tradition israélienne de ne pas réclamer la responsabilité quand il ne le faut pas. Mais tout le monde le sait, ça va de soi que il y a pas... Israël est le seul parti dans cette région qui a intérêt à effectuer ces raids. Mais quand j'ai vu l'officier parler dans ce reportage, j'ai souri, Eleonore, parce que il a dit que Israël n'est pas impliqué, n'a rien à voir dans ce conflit israélo-syrien, et c'est contraire à tout le report des services de renseignement internationaux et de ce qu'on voit. Le report publié par l'ONU il y a quelques jours, les inspecteurs de l'ONU qui ont témoigné un soutien logistique, physique, les soins médicaux donnés par le côté israélien aux opposants syriens, aux rebelles syriens, notamment des rebelles djihadistes. Le fait que, selon ces inspecteurs et selon des témoins dans la région, de témoins du côté israélien des plateaux, les Druzes du Golan, qui ont dit voir des militants, des combattants djihadistes ou de l'opposition passer, rentrer en Israël pour filer à l'autre côté des frontières. Donc on ne peut pas parler qu'Israël n'est pas impliqué. Tout le monde le sait qu'Israël a mis au service de l'opposition, de l'armée syrienne, libre des photos satellites que Tsahal on avait sur les hangars de l'armée syrienne. Donc dire Israël n'est pas impliqué, ce n'est pas vraiment juste. Mais le but de cette attaque, à mon avis, au-delà du message traditionnel d'Israël à la Syrie et au Hezbollah, qu'Israël ne permettrait pas le passage, le transfert des missiles de la Syrie au Hezbollah. Il y avait ici un message envoyé à l'opposition syrienne dans un moment très critique pour l'opposition où ces jours-ci, il y a l'émissaire de l'ONU mène des négociations avec les voisins de la Syrie pour trouver une solution à la ville de Aleppo. Et si la ville de Halab, de Aleppo, tombe à nouveau totalement dans les mains
du régime, où ce qui reste de cette ville, on a Damas, Homs, Aleppo, et les grandes villes de la Syrie sont toutes sous le pouvoir du régime. C'est un recul pour les rebelles, et comme l'a dit Walid Moualem, le ministre des Affaires étrangères syrien, ces attaques avaient pour but d'élever le moral de l'opposition syrienne. Miguel Barzvi, ils ne prennent pas un risque trop dangereux, les Israéliens, en s'impliquant dans un conflit qui risquerait de se retourner contre eux? Moi, je n'ai pas de preuve de l'implication autant que mon ami. Je sais qu'Israël défend ses intérêts. Ses intérêts sont des intérêts stratégiques. Israël n'est pas ni l'ami de Assad, ni l'ami de Daesh, ni l'ami des rebelles. Israël défend ses propres intérêts. Maintenant, lorsqu'Israël se trouve face à des problèmes humanitaires, et donc on a vu que des blessés syriens ont été traités, peu importe d'ailleurs s'ils faisaient partie du camp, on n'a pas vérifié de savoir de quel camp ils appartenaient. Ils ont été traités dans des hôpitaux. Il y a même un hôpital de campagne sur le Golan qui traite les cas humanitaires des blessés, et peu importe d'où ils viennent, qu'ils viennent de l'armée syrienne ou d'ailleurs. L'intérêt stratégique d'Israël, c'est que les armes qui ont été livrées par l'Iran, et notamment des missiles de longue portée, n'arrivent pas au Liban aux mains de Hezbollah et redeviennent une menace stratégique pour Israël. C'est ça l'intérêt d'Israël, et de ce point de vue-là, Israël sera impliqué, et a toujours été impliqué. Maintenant qu'Israël confirme ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important de voir, c'est la réaction de la Russie. La Russie a demandé des explications. Pour moi... On parle d'agression inadmissible, et elle l'appelle à l'ONU. Alors, la Russie va faire une enquête, et je pense que ce sont des condamnations que la Russie a l'habitude de faire, mais comme les relations avec la Russie continuent d'être malgré tout assez bonnes, cela veut dire que les Russes prennent ça de façon tout à fait modérée, et donc ils comprennent l'action d'Israël de ce point de vue-là. Il n'y a aucun soutien d'Israël aux rebelles de Daesh ou d'autres rebelles djihadistes. Il y a simplement parfois une aide humanitaire et la défense d'intérêts stratégiques d'Israël. L'intérêt stratégique d'Israël, c'est justement qu'il n'y ait pas de possibilité d'attaquer Israël, soit par des missiles, que ça vienne des djihadistes, que ça vienne du Hezbollah ou de l'armée syrienne. Pour cela, de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence. Alors, on sent qu'il y a quand même beaucoup de facteurs dans ce raid israélien, supposé israélien en Syrie. Tout d'abord, ces armes auraient été fabriquées en Russie, donc on s'attaque là à la Russie. Et puis, le Hezbollah, Israël... Une des raisons pour lesquelles on pense que ces raids se sont passés, c'est aussi empêcher ces missiles antiaériens de tomber aux mains du Hezbollah. C'est exact, Ali? D'un côté, c'est exact, mais le timing, il pose beaucoup de questions. Pourquoi ce timing? Pourquoi ces raids viennent chaque fois quand il y a un recul de l'opposition? Il y avait une campagne assez importante de l'armée syrienne officielle dans la ville d'Aleppo. Il y avait une opération très importante. Bombarder deux hangars ne change pas la donne sur le plan de la guerre civile, où il y a eu déjà 200 000 morts. Ce n'est pas le bombardement de deux hangars où il y a des missiles qui va changer le processus de guerre. La dernière fois qu'Israël a ciblé l'aéroport de Damas, selon l'Observatoire humain syrien qui est opposant au régime syrien, il a témoigné que les rebelles ont essayé d'attaquer la ville de Damas de plusieurs accès. Merci beaucoup Ali Waken, merci Miguel Barzvi. Vous restez avec nous dans un instant, focus sur la dissolution de la 19e Knesset, le Parlement israélien, et le lancement officiel de la campagne électorale. Au programme, de nouvelles alliances essayent de se former. On voit ça juste après le journal. I think that the situation that we are going to new elections after 2 years is not something that is good for the country. ההחלטה היא אכן של ראש הממשלה כתוצאה מהפחד שלו מהשרים, אבל זאת ההזדמנות. Maybe it's time for a change, and I'm calling upon them to come with us. This is a big opportunity to make that change. ويبدو أن هناك تفاهمات ما بعد الانتخابات بين نتنياهو والمتدينين. ברור לכולנו שטובת המדינה לנגד עינינו, ואנחנו שואפים בכל דרך לקחת ולהוביל אותה לכיוון אחר לחלוטין.
Retour sur le plateau du Morning. Merci à vous d'être toujours avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Michael Barzvi. Rebonjour. Rebokertov, toujours historien et philosophe. Et également Cyril Amar. Rebonjour. Rebonjour Cyril. On va reparler de cette journée hier chargée en émotions qui s'est soldée avec la dissolution de la 19e Knesset israélienne et qui marque donc le lancement officiel de la course aux élections. On regarde ce sujet signé Mathias Inbar et on en reparle juste après. Après 671 jours et quelques heures, la Knesset, le Parlement israélien, vote en deuxième et troisième lecture la loi autorisant sa propre dissolution. Si les derniers sondages leur prédisent un combat des plus serrés, voire défavorables, les barons du Likoud, eux, se disent plutôt confiants. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais je dois dire que c'est une triste journée. Je pense que dans une démocratie, on ne peut jamais être certain des résultats d'une élection. Et tant mieux. Je pense qu'au bout du compte, la décision appartient au peuple. Mais je suis certain que nous faisons ce qu'il faut, que nous avons les bons projets et les bons dirigeants. Et pour affronter le Premier ministre Netanyahou, ce slogan « Tout sauf Bibi » et cette alliance non officielle mais presque actée, celle du Parti travailliste et d'Atnoa dirigé par Tzipi Livni, en attendant peut-être la formation d'un bloc de centre-gauche en compagnie de Yair Lapid et son parti Yesh Atid. Je pense qu'au Parti travailliste, nous sommes satisfaits. Nous formons un groupe de travail capable de destituer Netanyahou et les radicaux qui l'entourent. Pour la première fois après tant de temps, nous pouvons peut-être représenter une réelle alternative au Likoud et à Netanyahou. Mais avant de parler de dissolution, la Knesset a entamé un marathon législatif pour faire passer certaines lois comme les mesures d'encadrement des réfugiés en situation irrégulière et le durcissement des peines contre les lanceurs de pierres. La 19e Knesset restera donc comme l'une des plus courtes de l'histoire du pays, une histoire ancienne diront certains. Les élections législatives auront lieu déjà le 17 mars prochain. Alors on a entendu, les élections législatives auront lieu le 17 mars prochain et avec elles ont commencé les manœuvres, les tractations, les alliances. On apprend ce matin cette dernière alliance entre Yitzhak Herzog à la tête du Parti travailliste et Tzipi Livni. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael Barzvi ? Je pense que c'est, je dirais, la révélation de la faillite d'un système politique. Parce que si effectivement Tzipi Livni rejoignait les camps du Parti travailliste, elle battrait un record en matière de politique internationale, c'est-à-dire de faire 4 partis en moins de 10 ans. Et donc ça montre les limites de ce système qui est aujourd'hui en faillite. Nous sommes tombés aujourd'hui non plus dans une démocratie, mais dans ce que j'appelle une démagocratie, à savoir un théâtre dans lequel les acteurs politiques sont complètement coupés de ce qui se passe. La population israélienne ne comprend pas ces élections, elles sont totalement inutiles. Et s'il devait y avoir des élections, c'est sur un sujet essentiel, ce serait changer le système électoral, le régime politique, parce que nous allons aujourd'hui vers un système d'éclatement des partis. Il y a plusieurs années, nous avions des grandes coalitions, à savoir un grand parti qui dominait une coalition avec 30, 40, au moins 40 mandats, ce qui permettait parfois même d'avoir... Je pense au Likoud, lorsqu'il a été élu, c'était 48 mandats ou 49 mandats. Donc ça permettait d'avoir une coalition assez solide qui permettait effectivement de réaliser une politique. Aujourd'hui, les hommes politiques ne peuvent de toute façon pas réaliser, je veux dire, les promesses sur lesquelles ils vont s'engager. Donc ça ne sert absolument... Parce qu'ils n'ont pas assez de manœuvres, de champ de manœuvre. Bien sûr, parce que de toute façon, nous aurons une coalition avec 4 ou 5 partis, qu'aujourd'hui, la gauche essaie... Les élections ne vont rien changer finalement, on va garder cette instabilité. Elle risque de changer, mais en pire. Peu importe que ce soit une coalition de droite ou de gauche, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle des majorités de blocage. Autrement dit, ce qui serait scandaleux même pour la majorité des Israéliens, c'est que finalement, cette majorité de blocage, elle pourrait être à cause des partis arabes, ou du parti arabe qui va s'unifier, ou des orthodoxes. Et donc, finalement, ce sont, je dirais, 2 petits partis, ou deux petites alliances de petits partis qui risquent de décider pour la majorité des Israéliens, ce qui est contraire à la règle même de la démocratie. Donc on n'est plus en démocratie. Il y a quand même un point sur lequel tout le monde semble s'accorder, c'est que ces élections sont plus ou moins un référendum pour ou contre Binyamin Netanyahou. Non, pas du tout. Je pense que c'est avant tout un problème de gouvernance. Ce problème de gouvernance, c'est est-ce qu'un Premier ministre peut aujourd'hui gouverner lorsqu'il est à la tête d'un parti qui représente moins d'un 5e des électeurs? C'est impossible, peu importe que ce soit Netanyahou ou un autre. Donc, une campagne électorale qui serait sur tout sauf Netanyahou, ça remettrait le problème sur une question d'ego.
Les problèmes politiques ne sont pas des questions d'ego. Les problèmes politiques, c'est l'avenir des citoyens, c'est l'avenir des problèmes économiques, c'est le processus de paix, c'est, je dirais, les grands problèmes auxquels, y compris les problèmes entre religieux et laïcs, la définition de ce qu'est l'État d'Israël, l'avenir de ce pays. C'est ça qui est en jeu dans toutes les élections. Si on veut en faire une affaire de parti à partir des égos de celui-là ou de l'autre, est-ce que Mme Tzipi Livni s'entend avec M. Netanyahou, ou est-ce que telle personnalité a les capacités d'être un bon Premier ministre? Aujourd'hui, il a besoin d'avoir une majorité. Donc si Netanyahou est élu même dans son parti avec des députés qui ne suivent pas sa propre politique, même s'il est peut-être en minorité dans son propre parti, qu'il n'arrive pas toujours à faire élire les députés qu'il veut, dans son propre parti, donc on se retrouve par des coalitions où finalement ceux qui représentent, je dirais, une image positive sont ceux qui arrivent à faire taire les députés dans leur parti. C'est quand même un petit peu contraire à la démocratie, tout ça. Le rêve de Netanyahou et de beaucoup, c'est de revenir à un système à deux partis, un petit peu comme on l'a vu il y a longtemps, il y a des années en Israël. Pour ça, il faudrait changer le système électoral. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de manquer de représentativité dans le cas de ce système où il y aurait, par exemple, le parti travailliste face au Likoud? Écoutez, dans le monde entier, il y a des systèmes électoraux différents. Il y a certains systèmes qui sont plutôt intelligents. Je pense par exemple à l'Allemagne, où il y a un système qui est très intelligent, qui permet d'avoir un espèce d'équilibre, d'avoir à la fois un parti au pouvoir, tout en tenant compte de l'opposition, puisqu'il y a toujours une espèce de Sénat qui est face au Parlement des différents pays en Allemagne. Donc je pense qu'on peut trouver une formule qui respecte à la fois... Quand l'opposition est dans le gouvernement, comme c'était le cas... l'opposition, elle est toujours dans le gouvernement, puisque, a priori, l'opposition, elle est dans le gouvernement, puisque chacun essaye de tirer la couverture à soi. Ce qui fait que les programmes politiques présentés aux électeurs n'ont absolument aucune importance, puisque de toute façon, il y aura un accord de coalition qui remettra en cause ce pourquoi les grands partis politiques sont partis aux élections et présentent des programmes. Donc aujourd'hui, il y a une incompatibilité d'humeur. C'est vrai que Netanyahou ne peut pas gouverner avec des gens qui sont dans l'opposition dans son propre gouvernement. Il y a un problème de gouvernance, mais c'est le système qui est vicié. C'est le système qui a des effets pervers. Et ce système pervers, je dirais, on ne l'a pas vu au début, parce qu'il y avait deux grands partis qui ont, je dirais, administré ce pays, mais ils se sont eux-mêmes tirés une balle dans le pied. Le dernier changement de la loi électorale, lorsqu'on a voulu instituer le vote avec le Premier ministre et les partis, a créé une confusion encore plus grande, puisque les gens pouvaient voter pour un Premier ministre et donc pour leur petit parti sectoriel. Et on a vu je ne sais combien de partis sectoriels, le parti des retraités. Moi, ça m'arrangerait bientôt d'être dans le parti des retraités, mais ce sont des intérêts tellement particulier que ça devient absurde. C'est à la limite de la comédie. Donc dans cette comédie du pouvoir doit cesser en Israël, et je crains qu'on arrive à une grande abstention dans ces élections, parce que les gens vont se désintéresser de la politique, et on sait ce qui se passe lorsque les gens se désintéressent de la politique. On a des phénomènes populistes, et on voit ce qui se passe en Europe. Donc les radicaux et les extrémistes prennent le pas. Donc aujourd'hui, si on veut gouverner ce pays, il faut une réforme du système électoral et du régime politique. Allez, on va revenir sur un personnage central dans la politique israélienne aujourd'hui. Il prend de plus en plus de pouvoir. Il s'agit de Naftali Bennett. Il pourrait bien gouverner très bientôt aux côtés de Binyamin Netanyahou. 12 mandats aux dernières élections. Selon les derniers sondages, on lui prête 17 aux prochaines élections. Cyril Amar, vous nous brossez ce matin le portrait du ministre. Cette étoile montante de la droite israélienne, Naftali Bennett, qui est né le 25 mars 1972, tout jeune donc à Haïfa, né de Jim et de Myrna Bennett, des nouveaux immigrants des États-Unis. C'est le cadet d'une famille de 3 enfants, Asher, homme d'affaires installé en Grande-Bretagne, et Dan, qui est expert comptable dans une grande société israélienne. Alors, la famille Bennett est à l'origine laïque, et puis se rapproche progressivement de la tradition, notamment lors de ses différents séjours aux États-Unis. Et les enfants Bennett, eh bien, ils sont scolarisés dans une école religieuse, une religieuse, Eleanor, mais mixte. Et c'est peut-être un élément très important dans la figure que représente Bennett, et notamment dans le dialogue qu'il essaie d'instaurer entre laïcs et religieux, une école religieuse mixte, contrairement donc à la majorité des écoles religieuses en Israël. Alors dans le salon de cette famille de la bourgeoisie juive américaine, la bibliothèque Eleanor est à l'honneur. Les lettres de Yoni Netanyahou, le célèbre livre du frère de Binyamin Netanyahou, et le livre de chevet du jeune Naftali qui voue une admiration sans faille pour l'héroïsme et pour le héros de l'opération Entebbe, donc Yoni Netanyahou, le frère du Premier ministre israélien. Après une adolescence engagé dans les rangs du mouvement de jeunesse sioniste religieux, le Bnei Akiva, les enfants du Rabbi Akiva, Naftali effectue son service militaire au sein des plus prestigieuses unités de Tsahal. On le voit ici en uniforme, la Sayeret Matkal, donc l'unité
d'élite de l'état-major, mais également une unité secrète du nom de Maglan, des unités chargées de commando, de reconnaissance en territoire ennemi, et il participe donc dans ce cadre-là à de nombreuses opérations au Liban, ce qui lui vaut aujourd'hui d'ailleurs une certaine notoriété auprès des jeunes Israéliens qui ont massivement voté pour lui aux dernières élections, ça on le sait. Après des études de droit et de business management à l'université hébraïque de Jérusalem, Naftali Bennett cofonde en 1999 la start-up Ciotat, une start-up spécialisée dans la lutte anti-fraude sur le web, qu'il revend en 2005 pour la modique somme de 145 millions de dollars, ce qui fait de Naftali Bennett un homme très riche qui va l'aider notamment à financer sa campagne en 2013, et on imagine aussi à gagner en popularité aussi chez les jeunes qui chez les jeunes, exactement. Un modèle. Un modèle de réussite aussi bien à l'armée, puis avec cette relation qu'on connaît en Israël entre réussite militaire et réussite dans les affaires. Naftali Bennett entre alors dans la vie politique en 2006, année au cours de laquelle il va adhérer au Likoud et diriger le le QG de campagne de Binyamin Netanyahou, alors chef de l'opposition. Il dirige la campagne de Binyamin Netanyahou pour les primaires du Likoud en 2007, que Binyamin Netanyahou remporte avec 73% des voix, mais il quitte ses fonctions au sein du parti en 2008, tout en demeurant membre du Likoud. Et en janvier 2010, Naftali Bennett est nommé président du Yesha. Le Yesha, c'est le conseil des implantations de Judée-Samarie, poste qu'il va garder jusqu'en janvier 2012. À ce titre, il s'oppose d'ailleurs au gel de la construction dans les implantations, ce qui va provoquer une rupture de ses relations avec Binyamin Netanyahou. Alors d'autres mauvaises langues attribuent cette rupture à des relations houleuses qu'il entretient avec l'épouse du Premier ministre, Sarah Netanyahou, qui aurait guère apprécié que le jeune Naftali ne tienne pas compte de ses désirata dans l'organisation de l'emploi du temps de son mari. Alors en 2012, ça s'est bien arrangé depuis. Oui, ça s'est bien arrangé depuis, voilà, des relations apaisées, dirons-nous. En 2012, il crée un nouveau mouvement laïque religieux qu'il baptise Israélim, les Israéliens, et qui lutte pour le retour aux valeurs du sionisme et pour le dialogue entre laïcs et religieux, et la promotion du célèbre programme Bennett pour la gestion du conflit israélo-palestinien. C'est quoi ce programme? Eh bien, c'est tout simplement un plan qui propose notamment d'appliquer unilatéralement la souveraineté israélienne sur les zones C de Cisjordanie, où habitent à ce jour 365 000 juifs, en accordant à ceux des 48 000 Palestiniens de ces zones qui la souhaiteraient la nationalité israélienne, la célèbre carte d'identité de couleur bleue. En novembre 2012, Naftali Bennett rejoint le Foyer juif, le parti nationaliste de droite, et il se présente aux primaires de ce parti pour sa présidence, qu'il remporte avec 67% des suffrages. Alors c'est un véritable coup de jeune que Naftali Bennett va mettre sur le parti, un parti qui est perçu dans l'opinion publique israélienne comme un parti vieillissant, un parti très sectoriel. Il va à la conquête de l'opinion publique, justement en essayant d'élargir son électorat au-delà justement du secteur du mouvement sioniste religieux. Alors il va encarter 30 000 nouvelles personnes, 30 000 nouvelles adhésions parmi les 55 000 membres que compte ce parti. Lors des élections législatives de 2013, son parti remporte, vous l'avez dit, Éléonore, 12 sièges à la Knesset. Il devient la 4e force politique du pays, ce qui permet à 3 ministres du foyer juif d'intégrer le gouvernement de Netanyahou, dont M. Bennett est l'un des hommes forts. On le sait, il se voit attribuer le ministère de l'économie. Il est aujourd'hui... Juste une réaction, parce qu'on va devoir s'arrêter. Une réaction. Comment vous expliquez cette ascension fulgurante de Naftali Bennett? Non, je crois qu'il y avait une attente dans les partis, je dirais, sionistes religieux. Depuis la génération de Zvulon Amer, de Hanan Porat, on attendait un leader. Et donc, un leader charismatique. Et cette frange de la population, elle existe, elle est très présente dans la société israélienne. On le voit maintenant dans tous, je dirais, les degrés supérieurs de l'armée. On voit de plus en plus de ce qu'on appelle l'équipe Otsugod, l'équipe à broder. Donc, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui font partie de la société civile. Voilà, il y avait une attente. Et donc, une partie de cet électorat était partie un petit peu aux chasses, puisqu'ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient des budgets. Une autre partie était allée vers le Likoud. Une autre partie était allée vers d'autres partis de droite, comme le parti de Lieberman. Là, nous avons une figure qui est israélienne, comme Cyril l'a dit, dans l'armée, qui a, je dirais, ce qu'on appelle ici des kabbalot, c'est-à-dire qui a des réussites dans l'armée, une réussite sociale, économique, ça c'est très important. Et aussi, il apparaît aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est haut dans les sondages, comme quelqu'un qui a le moins trahi ce sur quoi il s'était engagé dans la campagne. Merci beaucoup, Michael Barzvi. Merci, Cyril Amar, d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes. On vous parlera de ces négociations qui doivent reprendre aujourd'hui à Minsk entre rebelles et gouvernement ukrainien. À tout de suite.
Il est 9h12 à Tel Aviv et c'est l'heure des 5 clics, 5 infos de Bethsabée Salem. Bonjour Bethsabée. Bonjour Eleonore. Alors on commence avec cette publication attendue ce mardi sur un rapport de la CIA. Hein. Tout à fait. Alors le rapport qui nous explique le monde, le fruit de 3 ans d'une enquête méticuleuse sur ce programme qui avait été créé donc par la CIA en secret, dont le rôle était d'interroger bien sûr des détenus soupçonnés de liens avec Al-Qaïda. Alors exemple d'interrogatoire pour le moins musclé, la simulation de noyade, la privation de sommeil, on aura sans doute d'autres exemples. Et dans l'attente de cette publication, Washington avait tenté de préparer le terrain quand par exemple Obama, en août 2014 de cette année, avait notamment expliqué que des Américains avaient torturé des gens après les attentats du 11 septembre, effectivement. Et il avait appelé à ne pas juger trop durement. Washington qui redoute donc des réactions que pourront susciter ce rapport de 480 pages et pour preuve les mesures de sécurité autour des installations diplomatiques américaines à travers le monde ont été renforcées, nous explique notamment la BBC sur son site. Et la BBC qui précise d'ailleurs que ces 10 interrogatoires n'auraient pas vraiment donné les résultats escomptés. Ouais, c'est demain, le rapport devrait sortir demain. C'est aujourd'hui, c'est ce mardi. Tout à fait. La direction de la Chine devenue première puissance mondiale. Voilà, la Chine, première puissance mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine a éclipsé les États-Unis qui étaient le leader incontesté depuis, attention, 1872. Alors des détails avec le Figaro, 16,5% de l'économie mondiale en termes de pouvoir d'achat réel contre 16,3% pour les États-Unis. Et ce n'est pas fini. Huffington Post précise que l'ex-puissance communiste prendra de plus en plus d'avance sur son ex-rival capitaliste dans les 5 années à venir, mais qui tempère, bien qu'étant le pays le plus puissant dans sa globalité, eh bien la Chine est toutefois loin d'avoir la population la plus aisée de la planète et pour cause, en mesurant le PIB par habitant, eh bien elle est toujours classée 89e. Alors au-delà de son économie, notez au passage que la Chine n'est pas dans l'actualité que pour ça. RFI en parle parce que 8 personnes terroristes, dites terroristes, ont été condamnées à mort. Elles ont été accusées de leur implication dans les attentats ou qui ont tué 46 morts au printemps dernier, des noms à consonance ouïghours, mais dont la presse ne révèle que peu de choses. Et RFI parle d'un silence qui en dit long sur la chape de plomb qui pèse sur la région. Un dossier à suivre. Allez, on parle du Front National à présent qui dévoile des lettres de refus des banques françaises de lui accorder un prêt. Voilà, un prêt de 9 millions d'euros qui lui ont été prêtés donc finalement par une banque russe, nous racontent les Échos. Alors en septembre dernier, Marine Le Pen justifiait ce prêt donc par plusieurs refus de banques françaises et européennes aux demandes de prêt de son parti. On lui a reproché alors d'être le pion de Vladimir Poutine. Et ce lundi, Xavier Bertrand en a remis une couche de l'UMP. Il a même déclaré que Marine Le Pen était une menteuse et qu'il fallait qu'elle s'explique. Eh bien, quelques heures plus tard, toujours lundi, 5 lettres de refus de ces banques adressées au FN ont été publiées par les médias. Différentes explications ont été données par les banques pour justifier de ce refus, comme par exemple le CIC qui rétorque souhaiter s'en tenir à un principe de neutralité. Alors il n'en reste pas moins qu'il y a encore pas mal de critiques qui fusent sur un prêt russe qui sans doute vont influencer les orientations politiques pro-russes de Marine Le Pen. Allez, une question maintenant à laquelle vous allez tenter de répondre, Bethsabée. Sommes-nous scientifiquement polyvalents ? Alors, est-ce qu'on est multitâche? C'est la question que se pose le Guardian. En fait, récemment, un député britannique a été surpris en train de jouer à Candy Crush en pleine réunion. Et alors, il s'est défendu de pouvoir continuer tout à fait à être attentif en dépit de cette distraction. Alors aujourd'hui, le quotidien britannique, le Guardian, rétorque, eh bien non, nous ne sommes pas multitâches. En gros, l'humain peut avoir 4 choses en tête. Alors notre capacité visuelle est limitée sur son champ visuel, ou encore notre attention est limitée à une conversation si vous tentez d'en suivre 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous ne sommes pas multitâches, eh bien nous sommes capables d'alterner 2 activités très rapidement. C'est ce qui vous permet d'envoyer des SMS par exemple en conduisant, même si c'est pas vraiment recommandé. C'est pas du tout recommandé, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer à Candy Crush en écoutant une conversation, mais c'est pas vraiment possible. Alors j'ai pas essayé, mais on verra.
Non, je vous le confirme. Allez, on se quitte avec un mot de cuisine. Oui, alors ça, il s'agit du MasterChef India, en fait. 20 minutes revient sur cette émission version indienne et qui n'est pas comme les autres. En fait, elle a créé la polémique puisqu'il s'agit d'une version végétarienne. Et ça crée la polémique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en Inde, la plupart des végétariens sont hindous. C'est la classe aisée, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, la faute à qui ? Apparemment à l'huile de cuisson, qui est sponsor de l'émission et dont le propriétaire serait proche des nationalistes hindous. La chaîne qui diffuse le programme se défend de toute arrière-pensée politique. Merci beaucoup Bethsabée. On va tout de suite reparler de cette semaine qui est une semaine très importante pour l'Ukraine. Au point mort depuis 3 mois, les négociations de paix entre rebelles ukrainiens, séparatistes pro-russes et gouvernement ukrainien devaient reprendre aujourd'hui à Minsk, mais elles vont peut-être être repoussées. On va tout de suite rejoindre notre correspondante qui se trouve en Ukraine à Lugansk, dans cette région séparatiste, Elena Voloshin. Elena, bonjour. Alors, est-ce que les Ukrainiens sont optimistes face à cette tentative de reprise des négociations ? Et en tout cas, le précédent cessez-le-feu n'a pas porté ses fruits. On a du mal à croire que cette fois, cela pourrait être différent, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que chacun des 2 camps se rejette en permanence la balle lorsque le cessez-le-feu est violé. Les séparatistes disent « on tire parce qu'en face, les Ukrainiens ont tiré les premiers ». On ne fait que répliquer et les Ukrainiens disent la même chose. Et la deuxième raison, c'est que les rebelles ici, sur le terrain, ne sont pas du tout prêts à déposer les armes. On s'en rend bien compte quand on discute avec eux. Nombreux sont devenus juste accros à la guerre et en plus ils ne rêvent que d'une chose, c'est de détruire leur ennemi jusqu'au dernier homme et de marcher sur Kiev. Donc pour eux l'objectif n'est absolument pas atteint. Ajouter à cela le fait qu'il ne s'agit pas d'une armée régulière qui répond à un commandement précis, mais que chaque chef de guerre, voire chaque commandant de bataillon ou de checkpoint fait ce qu'il veut. On a du mal à comprendre comment un cessez-le-feu pourrait être appliqué de façon unilatérale dans ces conditions. Alors on parle désormais, Elena, d'un report des négociations de quelques jours. Qu'en est-il ? Écoutez, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de ces négociations parce que, comme je le disais, eh bien, les différents clans, les différents chefs ont du mal à se coordonner. Donc les uns disent une chose, les autres disent la même chose. Selon en tout cas la LNR, la République populaire autoproclamée de Lugansk, où je me trouve, ces négociations devraient bien avoir lieu aujourd'hui. Et l'un des enjeux pour Kiev et les Occidentaux, c'est de faire annuler ces élections qui ont eu lieu ici. Et ces élections, en tout cas, eh bien, il y a très peu de chances qu'elles soient annulées parce que c'est la façade qui a permis aux républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk de légitimer leur existence. Alors, quand vous dites que les séparatistes pro-russes, les Ukrainiens en Ukraine sont accros à la guerre, finalement ça signifie que Moscou n'a plus vraiment le contrôle complètement sur ces populations séparatistes. Écoutez, Moscou fait une chose, c'est que Moscou livre des armes, ça c'est absolument certain, il n'y a aucun doute là-dessus, et d'ailleurs les séparatistes ici le disent ouvertement. Alors il y a toujours des rumeurs comme quoi il y aurait une armée régulière ou des soldats russes qui feraient des incursions en territoire ukrainien, ça c'est plus difficile à prouver, mais en tout cas on voit ici des convois de véhicules militaires sans insigne, donc clairement ça ce sont des véhicules militaires russes. Il y a beaucoup de mercenaires mais aussi de combattants volontaires russes ici à Lugansk. J'en ai moi-même ici à côté de moi dans mon hôtel, on en a discuté, ils nous ont dit qu'ils venaient de Moscou. Donc la Russie, d'une part, elle sponsorise, elle finance, elle soutient cette guerre, elle soutient aussi les politiques qui se sont mises en place ici, elle finance le budget qui désormais doit fonctionner puisqu'il y a effectivement un espèce de mini-État qui est en train de se mettre en place. Après, ce qui est certain, c'est que aussi sur le terrain, eh bien, il y a des actions complètement autonomes de la part des chefs de guerre, de la part de ceux qui détiennent les armes, qui imposent leurs lois, qui font régner l'ordre ici et même une certaine forme de terreur. Et eux, ils n'agissent que de leur propre chef. Merci beaucoup Elena Voloshin. Je rappelle que vous êtes correspondante en Ukraine à Lugansk. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'accueille ce matin également Sarah Feinberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INSSS. C'est cela ? Oui, tout à fait. C'est l'Institut de recherche sécuritaire en Israël. Vous êtes également spécialiste de la Russie. Alors, on l'a entendu, il semble y avoir une grande différence entre ce qui se lit dans la presse et ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a encore une chance d'arriver à un accord entre ces rebelles séparatistes et le gouvernement ukrainien ? Pour l'instant, comme l'a indiqué votre correspondante, il est très difficile de croire au fait que les négociations de paix puissent effectivement aboutir, à ce que le cessez-le-feu
cessez-le-feu soit respecté. Aujourd'hui, vous savez, il y a une journée de silence dans la région. Donc effectivement, les perspectives... Une journée de silence, ça voudrait dire essayer un cessez-le-feu, en tout cas temporaire. Un cessez-le-feu temporaire afin que le groupe de travail sur l'Ukraine, donc composé de la Russie, des rebelles, du gouvernement officiel ukrainien et de l'OSCE, puisse effectivement entériner un nouvel accord de paix. Donc il s'agit d'une journée de silence. On va voir si elle va être respectée ou non. Mais au-delà de cela, la perspective d'arriver à un accord de paix me paraît de plus en plus mince et fragile, étant donné les répercussions de la crise ukrainienne, à la fois dans les relations entre la Russie et les États-Unis, mais aussi dans le conflit au Proche-Orient. Qu'est-ce qui risque de bloquer justement dans ces négociations? Quel est le principal point d'achoppement? Le principal point d'achoppement, il est simple, ce sont les sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Et si vous voulez comprendre cette réalité, tout tourne autour de la question des sanctions. La Russie a adopté une politique extrêmement violente, extrêmement agressive. On l'a vu notamment lors du discours de Poutine, l'adresse qu'il a faite à l'Assemblée fédérale. Mais derrière les couloirs, en coulisses si vous voulez, on a une politique de, je dirais presque de supplication de la Russie qui veut que les sanctions soient levées, mais elle veut le faire en gardant la face. En gardant la face. Donc c'est cela la clé, si vous voulez, de toute cette affaire ukrainienne. Et on le retrouve sur le dossier européen et sur le dossier moyen-oriental. Donc ça veut dire que les sanctions font réellement effet, font réellement pression sur Vladimir Poutine, sur la Russie. Si l'on suit la presse russe tous les jours, comme je tâche de le faire, on voit que la question de la crise économique, de la dévaluation du rouble, de manque de perspectives pour l'année à venir, des coupes budgétaires. La Russie vient de voter la nouvelle loi sur le budget 2015-2016. On voit que cette question est au cœur des priorités russes. Et même si Poutine essaye de faire passer ces sanctions comme une chance pour la Russie, comme une opportunité, comme un moyen pour elle de développer son R&D, son Research and Development, et de développer ses propres ressources au niveau de l'industrie agroalimentaire, au niveau des hautes technologies, on sent bien que la Russie est en train d'arriver dans un point mort et qu'elle va devoir calmer le jeu un petit peu, parce qu'on sent que la Russie prend toujours le contre-pied des positions européennes, des positions du reste de l'Occident, que ce soit dans la crise ukrainienne, en Syrie, même sur l'Iran, hein, la Russie qui est proche de l'Iran. Finalement, est-ce qu'on doit s'attendre à une position un petit peu plus flexible dans les prochains mois de Moscou? Eh bien, écoutez, mon hypothèse, nous suivons ça tous les jours avec notre équipe à l'ANSS. Mon hypothèse, on va voir si ça va se confirmer, c'est que la Russie, pour l'instant, a tenté toutes les cartes pour que les sanctions soient levées. Aucune n'a marché. Et la Russie, ces derniers temps, a eu une activité extrêmement forte dans la région, c'est-à-dire dans notre région au Moyen-Orient, rencontrant Erdogan, se rendant au Soudan, approchant les Saoudiens, approchant les Palestiniens également. Les dernières déclarations. Hein, et la dernière visite de Bogdanov auprès de Nasrallah au Liban. Et mon hypothèse serait que la Russie serait capable de dire aux Américains, derrière la scène, écoutez, nous lâcherons Assad, mais vous levez les sanctions. La dernière carte de la Russie dans la région, c'est plus l'Iran, puisque l'Iran négocie avec les Américains, c'est Bachar el-Assad, c'est la Syrie. Les Américains veulent que Bachar tombe, et peut-être, on pourrait imaginer, peut-être que on pourra commenter cette information, que les Russes diront, écoutez, nous lâchons el-Assad, mais vous levez les sanctions. Donc c'est ça le grand jeu. Reste quand même isolé, mais François Hollande s'est rendu à Moscou récemment. Et on a l'impression qu'il y a eu quand même un début de dialogue entre les deux hommes, peut-être un début de réhabilitation de Vladimir Poutine sur la scène politique internationale. Écoutez, c'était une rencontre impromptue qui a été organisée au dernier moment par Angela Merkel et Hollande. Ça a été fait en conciliation avec les Allemands, concertation avec les Allemands. La question des Mistral n'a pas été évoquée, comme vous le savez. À mon sens, il s'agit pour Hollande, qui est en ce moment dans des grandes difficultés politiques, de se donner la place que Sarkozy avait prise lors de la crise géorgienne, c'est-à-dire d'apparaître comme le grand négociateur européen. Le grand médiateur. Exactement, pour sortir de cette crise européenne. Il a évidemment en tête les prochaines élections présidentielles. Est-ce que finalement le rôle de la crise ukrainienne est central dans les relations entre Moscou et l'Europe, ou c'est un prétexte selon vous ?
Alors selon la Russie, c'est un prétexte, puisque comme vous le savez, les Russes ont officiellement dit que, crise ukrainienne ou pas, l'Occident aurait de toute façon introduit des sanctions économiques contre la Russie afin de diminuer, et je cite Poutine, son potentiel de développement. La Russie perçoit de manière très réelle, et elle n'a pas tort sur tous les points, que l'Occident a tout fait pour diminuer la puissance de développement et l'influence de la Russie sur un certain nombre de dossiers. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la crise ukrainienne n'est pas centrale. Pour le moment, elle reste centrale et on le voit, encore une fois, nous parlons depuis Tel Aviv, sur tous les dossiers dont nous traitons ici, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, on voit que cette crise ukrainienne reste au cœur des conflits qui achoppent entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup, Sarah Feinberg, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Betsabe Salem. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera du burn-out, ce phénomène est bientôt reconnu comme maladie professionnelle. C'est du moins ce que demande une trentaine de députés français. C'est dans quelques minutes, juste après le journal. En France, une trentaine de députés issus de la majorité ont signé une tribune ce dimanche pour exiger que les conséquences pathologiques du stress au travail soient indemnisées par le patronat et non pas par la collectivité. C'est l'occasion pour nous de parler de ce phénomène du burn-out qui est encore très méconnu avec vous, Betsabe Salem. Effectivement. Alors le burn-out, justement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la saturation, l'épuisement, on l'appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans la sphère professionnelle. Alors les symptômes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une immense fatigue, une sensation de vide, de faiblesse et puis toute une panoplie de symptômes qui sont variables d'une personne à l'autre. Anorexie, nausées, maux de tête, difficulté à se concentrer. Et encore une fois, il y a une longue liste là de symptômes. Alors des symptômes qui viennent en plusieurs étapes. On en distingue 4. Vous avez tout d'abord la phase d'alarme. Il s'agit de stress. Et puis la phase de résistance. Là, votre métabolisme s'adapte à ce stress. Là vient une troisième phase, ça s'appelle la phase de rupture. C'est les mêmes réactions que la première phase, que la phase de stress, sauf que cette fois, ces réactions sont irréversibles. Et puis vient la phase d'épuisement. Là, vous avez perte des défenses psychologiques et une angoisse constante. Alors, il faut savoir que ce burn-out, eh bien, il ne survient pas n'importe quand. Il survient généralement lors d'une tâche sous haute pression avec des amplitudes horaires très larges qui accentuent cette pression. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui, ces députés français? Ils veulent que le burn-out soit reconduit comme maladie professionnelle, que ce soit donc financé par les patrons et donc ça implique que les conditions ne sont pas les mêmes aussi pour les travailleurs en termes de congés. Ces symptômes que vous venez de décrire, c'est toujours le même ordre chronologique? Ça se passe toujours comme ça? Alors on l'a vu, hein, c'est les 4 étapes qui ont été citées bien sûr et vous avez en général le schéma qui est suivi et effectivement il faut aussi réagir le plus vite possible. Alors on peut se demander aussi quelles sont les catégories qui sont les plus touchées. Vous avez selon une étude qui a été menée en France, les agriculteurs et les cadres seraient en première ligne. Vous avez bien sûr aussi les commerçants, les chefs d'entreprise. Et vous vous souvenez de la vague notamment de suicides chez France Télécom 2008-2009. Et des personnes qui sont touchées sans pour autant, c'est important qu'il y ait le moindre antécédent psychique. Alors les facteurs, on a parlé déjà des horaires par exemple. Vous avez la surcharge de travail, les objectifs flous, des contraintes temporelles, des tâches illégitimes. D'ailleurs, il y a aussi des facteurs plus sociaux dans le cadre du travail comme les conflits, que ce soit avec la hiérarchie ou avec les collègues, les comportements injustes et puis l'isolation ou même l'exclusion. Alors en France, il y a un baromètre sur le stress au travail qui a affirmé qu'un salarié, attention, sur 4 déclare avoir subi au cours de sa carrière un problème psychologique grave, dépression ou burn-out, et plus d'un salarié sur 2 confie souffrir d'un stress régulier. La plupart de ces personnes estimant bien sûr que ça a un impact négatif sur leur vie privée. Alors on va justement en parler ce matin avec Ilma Schoffel de Witt. On essaiera d'avoir Ilma Schoffel de Witt qui combat contre ce fléau depuis maintenant 3 ans. Mais avant, on va s'intéresser à l'Iran qui est en train de mettre en place un système pour mieux contrôler l'Internet malgré les déclarations de Hassan Rouhani qui avait promis une plus grande liberté dans le domaine social et culturel. Regardez ce sujet signé Lester Rezoug et Shahar Peled. À l'avenir, quand les gens voudront utiliser Internet, ils seront identifiés.
aucun utilisateur n'échappera à notre contrôle. L'Iran est en train de mettre au point un dispositif d'identification des utilisateurs d'Internet. Internet et l'ère digitale offrent depuis plus de 10 ans au régime iranien la possibilité de développer un programme de surveillance des masses. Cette nouvelle technologie s'ajoute à une longue liste de moyens utilisés par l'Iran pour surveiller ses citoyens. En plus de filtrer les contenus, les réseaux comme Facebook, YouTube et Twitter sont systématiquement exclus du pays depuis les élections de 2009 qui ont vu l'opposition sévèrement réprimée. En 2011, la République islamique avait formé une unité de cyberpolice. Son rôle, déjouer les crimes sur la toile et traquer les activités des Iraniens sur les réseaux sociaux. Cette année, la justice iranienne avait donné l'ordre de bloquer l'accès à l'application de partage de photos Instagram pour atteinte à la vie privée, de même pour Viber et WhatsApp. Motif invoqué, les services de messagerie sont utilisés pour critiquer certains dirigeants, mais pour l'heure, ces applications restent encore accessibles. Les internautes iraniens, avec l'aide parfois d'internautes et d'organisations étrangères, trouvent différents moyens de contourner cette limitation. L'idée derrière cette technologie d'identification est de dissuader les utilisateurs qui souhaitent poster ou lire des propos controversés. Il prévoit également de plus amples mesures comme des services de filtrage ou le blocage de contenu dans un avenir proche. Il semble que dans 6 mois, 30 millions d'Iraniens auront de quoi s'inquiéter. Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Alors on a vu, la situation s'empire en Iran de ce côté-là. Oui, c'est dit dans le reportage, Rouhani avait fait de grandes promesses sur la libération du net en Iran, mais cela est dans les faits exactement l'inverse. Les taux se resserrent de plus en plus sur les internautes iraniens. La semaine dernière, par exemple, la Cour suprême avait confirmé la peine capitale prononcée, qui avait été prononcée en août dernier sur le blogueur iranien Sohail Arabi. Il a seulement 30 ans. On le voit là, on lui reproche un post Facebook jugé comme une offense au prophète. Alors les avocats du blogueur ont tenté de sauver la vie de leur client en déclarant qu'il était, je cite, dans un état psychologique déplorable, mais rien n'y fait. Alors le chef du pouvoir judiciaire iranien a déclaré que le blogueur était coupable de corruption sur la terre et que ce n'était pas pardonnable, et une demande a été quand même déposée pour examiner son cas de nouveau. Mais en tout cas, cette condamnation très dure intervient dans un contexte de plus en plus tendu en Iran où les dissidents en ligne sont traqués. C'est surtout une lutte de pouvoir et d'influence qui se joue entre Hassan Rouhani, qu'on voit ici, donc qui incarne les plus progressistes, et quelques membres de son gouvernement, et les ayatollahs les plus durs du régime, qui cherchent à museler à tout prix Internet et les réseaux sociaux. Et pour contenter tout le monde, récemment, l'Iran a annoncé le développement d'un filtre Internet qui ne montrerait finalement dans un site que les contenus autorisés. Donc ça, c'est un petit peu pour contenter tout le monde, mais dans les faits, de plus en plus de cas d'interdiction de WhatsApp, de mise en prison de blogueurs dissidents se répètent malgré les beaux discours de Rouhani, qui est le seul à utiliser Twitter dans un pays où Twitter est interdit, on le rappelle. On va reparler avec vous de tout ça et passer à la revue web dans un instant, mais avant, retour sur ce phénomène du burn-out dont Bethsabée nous parlait il y a un instant. Je vous rappelle qu'une trentaine de députés demandent la reconnaissance de ce phénomène comme maladie professionnelle. On va tout de suite en parler avec Ilma Schoffel de Witt. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes malheureusement bien placé pour parler de ce phénomène, puisque votre mari a été lui-même victime d'un burn-out, de ce qu'on appelle un burn-out. Il a perdu 18 kilos, il a fini par mettre fin à ses jours. C'était, si je ne me trompe, il y a à peu près 3 ans. Aujourd'hui, vous militez pour faire prendre conscience des dangers de ce fléau. Alors d'abord, comment vous expliquez qu'en France, ce phénomène touche autant ? D'abord, en France, à ma grande tristesse, il y a une absolue fausse perception de la maladie, même parmi les plus grands experts, parce que quand on voit le mot burn-out, signifie littéralement épuisement. De ce fait, c'est une maladie physique et non pas psychologique que font croire la plupart des experts. Le stress provoque un dérèglement de glandes urinales. Il y a 14 formes de stress bien déterminées. Si un patient subit 4 de ces formes de stress, il est déjà en danger de burn-out. Bien entendu,
on peut éviter que le burn-out dérape à un tel point. Est-ce que justement, voilà, est-ce qu'il existe des solutions pour anticiper justement ce moment de l'explosion du burn-out? Ah, ben, pour ça, il faut un changement d'état d'esprit et de déni de grand. Déjà, la perception psychologique doit être enlevée parce que ça stigmatise des gens et ça arrange bien entendu les entreprises. En France, aussi bien que le monde médical que le DRH, on fait un clivage entre le corps et le mental. Donc, en stigmatisé psychologique, les entreprises parlent par exemple des individus fragiles psychiquement ou inadaptés pour se dédouaner de toute responsabilité en cas de dérapage ou de tragédie. Ceci se voit aussi clairement parmi les policiers, tandis que tout ce monde sont en général de grands sportifs, des gens qui n'ont jamais été malades et qui d'un seul coup sont par être subis à plusieurs formes de stress. Non seulement le surmenage, il y a aussi le harcèlement moral, il y a aussi être devant des tâches non réalisables. Ouais, en tout cas, espérons que cette loi passe, puisque, on le rappelle, une trentaine de députés vont justement tout faire pour que cette loi passe et pour que cette maladie, ce phénomène du burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Merci beaucoup, Ilma Schoffel-De Witt, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Rudy, on passe à la revue du web. Bonjour, rebonjour. Vous allez nous parler de ce phénomène, de ce qui s'est passé en Égypte récemment, puisqu'il y a eu une arrestation assez musclée de 40 homosexuels, c'est cela? Oui, et on la doit à Mona Iraki. Mona Iraki, c'est la présentatrice de l'émission Al-Mostakbi, qui veut dire en arabe, en gros, ce qui est caché. Alors, dans son émission de dimanche, elle promet un gros scoop. En effet, les téléspectateurs égyptiens ont pu vivre l'arrestation très humiliante d'une quarantaine d'hommes homosexuels dans un hammam du Caire. Alors, ce qui fait polémique, c'est qu'elle avait annoncé la couleur sur sa page Facebook quelques jours auparavant. Regardez ce post. Lors de la prochaine émission, nous vous révélerons les détails à propos du nid de perversion collectif au cœur de la capitale, ainsi que toute l'histoire de ces nids à sida. Fin de citation. Cela a le mérite d'être clair. Alors, au-delà de ces propos, on la soupçonne surtout d'avoir monté ce coup pour avoir le scoop. On la voit d'ailleurs avec son téléphone assister à l'arrestation sur cette image, et le Huffington Post nous dit qu'elle serait arrivée bien avant la police. Et dans l'émission, elle n'a même pas pris le soin de flouter le visage de ces victimes qui ont été sorties dans la rue à moitié nues. Alors comment a été reçue cette émission justement en Égypte? Comment a été accueillie? Niveau audience, c'est un succès, et Mona Iraki, encore sur sa page Facebook, a enfoncé le clou et elle a déclaré, vous allez le lire, aujourd'hui est une belle journée, notre émission a pu dissoudre un lieu de perversion entre hommes et capturer en flagrant délit. Mon Dieu, la réussite est belle et atteindre ses buts est encore mieux. Alors cet enchaînement de propos révoltants provoque un tollé sur le net en Égypte, des associations de défense des droits des homosexuels et aussi ailleurs, mais il faut savoir que ces derniers mois, le régime du président égyptien Al-Sisi a durci la répression contre la communauté gay du pays. On se souvient de cette arrestation suite à un mariage sur un bateau, un mariage homo sur un bateau sur le Nil il y a quelques semaines. Donc cela participe à une atmosphère très difficile pour les homosexuels en Égypte. Allez, on va partir maintenant en Inde où l'application Uber connaît des difficultés. Elle vient d'être interdite suite à un cas de viol. Absolument. Alors pour rappel, déjà Uber est une application qui met en contact des clients et des chauffeurs privés. C'est une sorte de service de VTC, c'est-à-dire de taxi privé non réglementé. On en a beaucoup parlé dans l'actualité. Alors l'application s'est imposée un peu partout dans le monde et aussi donc en Inde. Elle est arrivée un petit peu partout. Sauf que vendredi dernier, une femme de 25 ans qui avait utilisé donc les services d'Uber dit avoir été violée par un chauffeur. Alors l'homme a été retrouvé à 150 km au sud de New Delhi, il aurait 32 ans et il avait été accusé de viol en 2011 avant d'être acquitté un an plus tard. Alors donc suite à cet incident extrêmement grave, le département des transports de la capitale indienne a interdit toutes les activités de services de transport par Uber.com avec un effet immédiat.
Alors qu'est-ce qui est reproché à Uber précisément? Ce qui est reproché, c'est tout simplement de ne pas avoir vérifié l'identité et le passé de son chauffeur et de ses chauffeurs qui vendent leurs services via l'application. Et de son côté, évidemment, Uber se défend et dit via son porte-parole que la vérification du passé du chauffeur n'est pas obligatoire dans la loi indienne. Et puis, autre lacune, c'est celle de ne pas avoir de GPS pour localiser un chauffeur en cas d'incident et qui commet des délits. Donc l'enquête a duré tout le week-end. Cela aurait simplifier l'enquête et voilà ce qui est reproché à Uber. Mais en tout cas, ce drame, c'est un coup dur pour l'entreprise qui veut, on l'a dit, bousculer le marché du transport et reçoit déjà dans des pays un accueil glacial. On se souvient de chauffeurs de taxi qui avaient agressé des gens qui utilisaient ce service en France. Donc ça rajoute un petit peu à la mauvaise réputation de cette application. Alors on finit avec un peu plus de poésie. Oui, est-ce que vous savez ce qu'est la pollution lumineuse? Oui, je Alors, sais. Dites-moi. Ce sont des lumières qui nous empêchent la nuit de voir les Elle a regardé sa sa feuille, mais c'est pas grave, c'est vrai. Alors pour mettre en lumière ce fléau, le photographe Nicolas Bauer a eu l'idée de réaliser un time-lapse, c'est-à-dire de prendre plusieurs photos sur plusieurs heures et de les mettre bout à bout et il a photographié le ciel de la campagne londonienne qui elle n'a aucune pollution lumineuse et l'a collé sur des images de Londres. Le résultat est saisissant, donc l'idée c'est de montrer ce que donnerait une jolie nuit à Londres s'il n'y avait aucune lumière. La vidéo est magnifique, je vous propose de regarder. On regarde tout de suite. Une très belle vidéo. Merci beaucoup Rudy Saada, merci Bethsabée Salem. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous comme chaque jour, demain matin, même heure, même endroit pour un nouveau morning. En attendant, restez sur i24 News, plus d'infos à suivre tout de suite. Excellente journée à tous.